En 2018, s'est produite la plus grande éruption sous-marine active jamais survenue, du moins de celle que nous ayons pu officiellement enregistrer. Les scientifiques ont suivi les tremblements de terre qui ont frappé une zone dans l'océan Indien occidental au large de Madagascar. Entre 2018 et 2021, plus de 11 000 tremblements de terre ont frappé la petite île de Mayotte entre Madagascar et le Mozambique. Le plus fort d'entre eux avait une magnitude de 5,9. Jusque-là, cette région avait été plutôt paisible. Il n'y avait eu que 2 tremblements de terre enregistrés en 50 ans. En plus des tremblements de terre réguliers, il y avait aussi des grondements sismiques inhabituels comme des tremblements de terre à des fréquences assez basses qui se formaient profondément sous terre. Les gens ne pouvaient pas sentir ces grondements à la surface, mais les chercheurs du monde entier les ont découverts et ont réalisé qu'ils étaient liés à une activité volcanique dont personne n'avait remarqué l'arrivée. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Cette éruption sous-marine a créé un volcan géant de la taille d'un gratte-ciel. Ce nouveau volcan sous-marin s'est avéré mesurer environ 1,5 fois la hauteur du One World Trade Center à New York et presque 10 fois plus que la Statue de la Liberté. La zone où il est apparu avait été explorée en 2014, mais elle était presque plate, paisible et vide à l'époque. Désormais, on y trouve un véritable volcan à près de 2600 mètres sous le niveau de la mer. Le volcan tire son magma d'un réservoir très profond, situé à près de 55 km sous terre. C'est le réservoir de magma volcanique le plus profond que nous connaissions. La Terre a des couches et celle du milieu est assez épaisse. Elle ressemble beaucoup à la garniture de caramel aux cacahuètes que l'on trouve dans de nombreuses barres chocolatées. Des recherches montrent qu'il y a probablement des morceaux de croûte océanique au plus profond du manteau liquide de la Terre. Ils sont coincés là, créant de gros grumeaux dans ce qui était censé être une couche lisse. Notre planète possède une couche extérieure rigide. Elle comprend un manteau supérieur chaud et une croûte fissurée. Le manteau bouge en permanence, ce qui fait bouger la croûte à la surface également. Ainsi, la croûte océanique plonge dans les profondeurs et fait remonter d'énormes panaches de magma vers la surface de la planète. Les scientifiques ont même trouvé un ancien morceau de l'océan Pacifique à des centaines de kilomètres sous la Chine. Ce sont les anciens restes des fonds marins du Pacifique d'il y a longtemps, et ils ont été tirés vers le bas sous la surface de la Terre dans la zone de transition du manteau. Cette dalle rocheuse qui se trouvait au fond de l'océan est composée de la croûte et de quelques parties solides du manteau supérieur. La plupart de l'activité volcanique sur notre planète se produit là où nous ne la voyons pas, sous la surface de l'océan. Environ 70% de toute l'activité volcanique se produit dans les océans et principalement dans la zone du Pacifique Sud, avec plus de 1100 volcans concentrés dans cette zone. Les falaises côtières, les chaînes de montagnes, les sols et les sédiments qui bordent les vallées ne sont qu'une petite partie des roches de notre planète. Les océans cachent bien plus de choses dans les profondeurs de la surface de la Terre. Entre la surface de la Terre et son noyau se trouve le manteau. C'est une couche épaisse et chaude de roches qui bouge et coule constamment. Quelques centaines de kilomètres plus bas se trouve une zone où les diamants sont créés. Lorsqu'ils se forment, ils passent par des températures et des pressions élevées, puis ils finissent par geler. Ainsi, lorsqu'ils arrivent à la surface, les scientifiques peuvent explorer leur structure, découvrir comment ils se sont formés et mieux comprendre ce qui se passe dans les profondeurs de notre planète. Grâce aux diamants, ils ont notamment découvert que le manteau était très humide et qu'il contenait peut-être beaucoup plus d'eau que tous les océans de la Terre. Notre planète est en train de manger ses propres océans. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, plongent et passent les unes sous les autres, elles entraînent d'énormes quantités d'eau à l'intérieur de la Terre. L'eau qui se trouve sous la surface de notre planète peut aider à développer le magma et à lubrifier les failles, ce qui rend en fait les tremblements de terre plus probables. L'eau est en fait stockée dans les minéraux. Elle est incorporée à la croûte de la planète lorsque de nouvelles plaques océaniques se forment. Elles subissent un processus de flexion et de fissuration en passant sous d'autres plaques, et d'énormes quantités d'eau s'enfoncent alors dans la croûte et le manteau. Les scientifiques ont fait des recherches sur une zone qui se trouve à 29 km sous la surface. Ils ont réalisé que de telles zones tiraient 3 milliards de téragrammes, ce qui représente 3 milliards de tonnes. Tout océan est comme un nouveau monde. On y trouve des paysages incroyables sous la surface, de magnifiques chutes d'eau, des lacs, des rivières. Il y a d'épaisses couches de sel sous le plancher océanique et les rivières et les lacs se forment parce que l'eau de mer traverse ces couches et les dissout, créant quelque chose qui ressemble à des piscines. Le sel dissous rend l'eau environnante plus dense.
Cette eau se dépose alors à cet endroit, ce qui finit par former des rivières ou des lacs sous-marins. Mais il y a aussi des chaînes de montagnes, des tranchées et des canyons. Dans la mer de Bering, on trouve un canyon de plus de 2600 mètres de profondeur. Cela fait paraître le Grand Canyon beaucoup plus petit qu'il ne l'est, puisque le canyon sous-marin est près de 800 mètres plus profond. Les parties profondes de l'océan sont très froides. La température de l'eau peut être d'environ 4 degrés Celsius. Mais au fond, l'eau peut devenir bouillante. Des cheminées hydrothermales se trouvent au fond de la mer. Ce sont des sources chaudes situées sur les bords des plaques tectoniques. L'eau qu'elles libèrent peut atteindre une température de 400 degrés Celsius. Mais la pression à de telles profondeurs est très intense, si intense qu'aucun être humain ne peut la supporter. Pourtant, c'est la pression qui empêche l'eau de bouillir. La profondeur des océans est en moyenne de 3,7 km. Les ondes lumineuses peuvent encore pénétrer à 1000 mètres, même si c'est en très petite quantité. De sorte que tous les mystères cachés en dessous de ce point demeurent dans l'obscurité totale. La partie réellement éclairée de l'océan va jusqu'à 180 mètres. Même si le Soleil nous donne de la lumière, la plupart de notre planète est sombre en permanence. C'est à cause des océans qui couvrent plus de 70% de notre planète. Le son le plus fort provenant d'un océan, et l'un des sons les plus forts jamais enregistrés, provenait d'un tremblement de glace. Il était si fort que les chercheurs l'ont enregistré à l'aide de capteurs situés à plus de 4800 km de distance. L'activité sismique a fait s'effondrer le sol gelé. La calotte glaciaire de l'Antarctique est plus vaste que la partie continentale des États-Unis et du Mexique réunis. Un gros iceberg de l'Antarctique contient plus de 75 milliards de litres d'eau, ce qui pourrait constituer un approvisionnement en eau de 5 ans pour 1 million de personnes. Les humains peuvent généralement boire de la glace de mer, bien que nous ne puissions pas boire d'eau de mer. Au fur et à mesure que le temps passe et que la glace vieillit, la saumure piégée entre les cristaux de glace s'écoule. De cette façon, la glace devient suffisamment douce pour que l'on puisse la boire. Si toutes les calottes glaciaires et tous les glaciers que nous avons sur la Terre fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de 80 mètres, ce qui est à peine moins que la hauteur de la Statue de la Liberté, ou l'équivalent d'un immeuble de 26 étages. Les palourdes vivent assez longtemps pour nous en apprendre sur le passé des océans. Ces mollusques peuvent vivre plus de 500 ans. Pour connaître l'âge d'un arbre, tu peux utiliser les cernes de son tronc. Et pour connaître l'âge d'un mollusque, tu peux examiner les cernes à l'intérieur de sa coquille. C'est aussi de cette façon que les scientifiques obtiennent des informations sur l'océan, le climat et d'autres éléments. Les mollusques peuvent aider à avoir un aperçu de ce qui s'est passé il y a environ 1000 ans. Aujourd'hui, la Terre n'a pas 4, mais 5 océans. Le nouveau, baptisé Océan Austral, a été officiellement reconnu il y a seulement quelques mois. Il borde des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Si bien que les scientifiques n'ont pas pu se mettre d'accord pour savoir s'il s'agit vraiment d'un nouvel océan ou s'il fait simplement partie des régions plus froides de ces trois-là. Nous ne divisons pas seulement les océans sur des cartes. Chacun d'entre eux présente des conditions différentes pour des espèces marines uniques. Par exemple, l'océan austral abrite des phoques léopards, des orques, des petits rorquals, des manchots empereurs et d'autres animaux qui vivent dans des mers froides et glacées. On y trouve aussi du krill, de petites créatures qui ressemblent à des crevettes et qui servent de nourriture à de nombreux animaux plus gros qui y vivent. La vie sur notre planète a commencé il y a environ 3,5 milliards d'années. La question de savoir comment et quand exactement elle est apparue reste un mystère. Mais certaines théories affirment que la vie pourrait avoir émergé pour la première fois dans les profondeurs de l'océan. Il y a quelques années, des scientifiques ont découvert des tubes et des filaments microscopiques dans des roches formées il y a environ 4 milliards d'années. Ces roches sont des fragments d'une ancienne croûte océanique. De plus, ces minuscules tubes et filaments sont similaires aux microbes que l'on peut encore trouver sur les cheminées hydrothermales dans les parties profondes de l'océan. L'idée est que ces cellules vivantes ont trouvé les conditions pour rester en vie dans de minuscules pores rocheux à l'intérieur des cheminées de ces évents et ont commencé l'incroyable aventure que fut... Nombre de créatures d'épouvante pullulent, bien loin de la surface, comme ce vampire des abysses, qui vit à près de 1000 mètres de profondeur, dans une obscurité quasi totale. Ce calmar possède une cape semblable à celle d'un vampire, et c'est à cela qu'il doit son surnom. Dans les profondeurs de l'océan, il ne peut pas utiliser d'encre pour se défendre. Cet animal a donc développé une tactique inhabituelle. Il se met à luire légèrement pour effrayer ses prédateurs. Si cette tactique échoue, le vampire des abysses peut retourner son corps comme un gant, révélant de petites épines.
Son nom scientifique de Vampirotetis infernalis se traduit littéralement par « calmar, vampire des enfers ». Mais en dépit de son aspect terrifiant, c'est une créature marine parmi les plus inoffensives. La créature que nous venons d'évoquer ne venait pas de l'espace, mais cet objet-ci en revient très certainement. Avant que SpaceX ne se mette à concevoir des fusées réutilisables, la NASA se contentait simplement de larguer les anciennes après avoir propulsé ses astronautes dans l'espace, la plupart du temps au-dessus d'un océan ou d'un désert. En 2012, une expédition financée par Jeff Bezos s'est mise en quête de la fusée d'Apollo 11. On est parvenu à la retrouver au moyen de sonar, mais elle était dans un état déplorable. Elle gisait au fond de l'océan, non loin du site prévu. L'équipe est néanmoins parvenue à sauver l'un des moteurs et à en reconstruire deux. La cité perdue la plus célèbre est bien évidemment l'Atlantide, mais hélas, nous ne l'avons toujours pas découverte. Cependant, la cité de Thonis Héracléon n'était également qu'un mythe jusqu'à ce qu'un pilote britannique aperçoive quelque chose qui ressemblait à une ville engloutie en survolant la mer Méditerranée. Il l'a signalé, et 60 ans plus tard, une équipe de plongeurs s'y est rendue. Ils ont été stupéfaits de découvrir une cité tout entière sous les eaux. Elle regorgeait d'artefacts qui pourraient nous en dire long sur l'histoire de ces lieux. Aujourd'hui, c'est l'un des sites archéologiques sous-marins les plus prisés au monde. On pense que c'est la montée des mers qui aurait entraîné toute la ville sous les flots. Le Titanic a coulé en 1912 et son épave n'a été officiellement retrouvée que 74 ans plus tard. Mais en réalité, c'est un pêcheur qui aurait découvert le Titanic 8 ans plus tôt, alors qu'il pêchait dans l'océan Atlantique. Il remontait ses filets quand il a vu qu'une tête y était coincée. Fort heureusement, ce n'était que la tête d'une poupée. Des années plus tard, bien après le décès du pêcheur, son fils a fini par revendre cette poupée à une collectionneuse. Après de nombreuses recherches sur chaque personne qui possédait un jouet en porcelaine à bord du Titanic, elle a enfin retrouvé sa propriétaire. Une certaine Eva Hart se trouvait à bord et avait avec elle une poupée. Eva avait survécu à la catastrophe par miracle, mais pas son jouet. Elle avait même écrit au sujet de la poupée dans son journal, et chaque détail correspondait mot pour mot à la découverte du pêcheur. Le poisson trépied vit dans les profondeurs de la zone abyssopélagique, à environ 6000 mètres sous la surface. Il est adapté à la vie dans les abîmes et utilise ses nageoires et chasses pour demeurer au fond, immobile. Cette créature n'a pas de grands yeux, mais même si elle en avait, ceux-ci ne seraient guillemets d'aucune utilité dans l'obscurité. Au lieu de cela, le poisson trépied utilise ses nageoires comme des antennes pour détecter tout mouvement dans l'eau. Cette créature n'a pas beaucoup de chance en ce qui concerne sa vie amoureuse. Elle a donc dû développer des tactiques uniques pour se reproduire. C'est ainsi que ces poissons sont devenus hermaphrodites. L'étrange créature suivante est le poisson lézard. Sa grande bouche est bardée de dents tranchantes comme des lames de rasoir et surplombée de grands yeux globuleux qu'il utilise pour la chasse. Tout cela rend l'animal proprement terrifiant. Le poisson lézard vit à une profondeur d'environ 3300 mètres, dans la zone bathypélagique où aucune lumière ne filtre. Cette aberration de la nature se nourrit essentiellement de tout ce qui peut entrer dans sa bouche, des petits poissons aux autres poissons lézards. D'un autre côté, s'ils ont la chance d'apercevoir l'un de leurs congénères, ils en tombent probablement amoureux, car trouver un partenaire à de telles profondeurs n'est pas une tâche aisée. Tout comme le poisson trépied, le poisson lézard peut être à la fois mâle et femelle. Quand vous pensez à une rivière, vous l'imaginez généralement sur Terre. Cependant, la nature peut parfois se montrer imprévisible, et elle a créé une rivière qui coule sous l'océan au large de la Californie. Elle s'écoule à une profondeur d'environ 3000 mètres. Cette rivière sous-marine possède toutes les caractéristiques d'une rivière ordinaire, des troncs immergés, des arbres et des rochers. Et malgré son aspect unique, elle n'est pas la seule au monde. Il y en a aussi une en Amazonie, ainsi qu'au Groenland. Une créature terrifiante a été découverte près des côtes d'Angola par un véhicule télécommandé. On dirait qu'elle n'a ni tête ni corps. Elle se trouvait à une profondeur d'environ 1300 mètres sous la surface. Après avoir effectué quelques recherches, les scientifiques en ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'une créature de science-fiction.
C'était juste un amas de siphonophores agglutinés ensemble. En 2015, un homme plongeait au large de Césarée lorsque quelque chose de brillant a attiré son attention. Il a tendu la main, s'en est saisi et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une pièce d'or. Après cela, il a examiné le fond marin et s'est aperçu qu'il y en avait encore davantage. Il a signalé sa découverte aux autorités locales, qui en ont conclu qu'il avait mis la main sur un ancien trésor arabe. Les pièces étaient en or massif de 24 carats et datant de près d'1 millier d'années. Mais en raison de la salinité et de la température idéale de l'eau, elles semblaient comme neuves. Ces pièces provenaient de la cargaison d'un navire qui avait été pris dans une tempête et avait malheureusement coulé. L'une des choses les plus étranges jamais découvertes a été retrouvée dans la mer Baltique. C'est une curiosité qui semble avoir été conçue par une civilisation extraterrestre. Ce sont des chercheurs suédois qui sont tombés dessus et ils n'avaient pratiquement aucune idée de ce que c'était. Il leur a fallu demander l'avis de nombreux autres scientifiques. Lorsque vous regardez cette formation d'en haut, elle mesure 60 mètres de long et ressemble à s'y méprendre à un vaisseau spatial écrasé. Il est difficile de croire qu'il s'agisse d'une formation naturelle. Mais au risque de vous surprendre, elle a absolument été créée par la nature, car la mer Baltique n'a cessé de l'éroder au fil du temps. Le plus probable, c'est que cette formation bizarre soit le résultat d'un tel processus. Un groupe de plongeurs à Madagascar a été sidéré de découvrir ce monstrueux couteau de plus de 2 mètres au fond de l'océan. Les théories n'ont pas tardé à se bousculer. Et beaucoup ont affirmé que ce couteau aurait appartenu à quelques géants qui auraient combattu des mégalodons et vécu sur Terre il y a des milliers et des milliers d'années. Ça pourrait faire une belle histoire, mais ce couteau n'était probablement qu'un accessoire de cinéma perdu en mer. L'un des animaux les plus étranges de l'océan est le requin lézard. On croit que ce poisson serait à l'origine de toutes les histoires de serpents marins relatées par les explorateurs du passé. Ces poissons vivent généralement dans les abysses, mais ils peuvent parfois être aperçus dans des eaux moins profondes. C'est extrêmement rare, mais cela reste possible. Le requin lézard a une grande bouche qui arbore près de 300 dents. Il possède également un long corps semblable à celui d'un lézard, et il s'agit d'une espèce de requin vraiment unique. Sa proie peut mesurer jusqu'à la moitié de sa propre taille, car l'estomac de ce requin est semblable à celui d'un serpent, capable d'avaler d'énormes poissons et crustacés. Apercevoir quelques vers de terre dans votre jardin n'est pas bien grave, mais après avoir vu un ver de 8 mètres de long dans l'océan, vous risquez de mouiller encore un peu plus votre combinaison de plongée. Un tel ver est extrêmement rare, et il est complètement inoffensif pour les humains. Car en réalité ce n'est pas un ver géant. Il s'agit d'un amas de zooïdes collés ensemble dans une formation semblable à un ver. Ils ne nourrissent généralement de plancton, de bactéries et d'autres petites choses qui peuvent être glanées dans l'océan. La chose la plus effrayante dans l'océan et qui soit 100% réelle est probablement le Magna Pinna, ou calmar araignée. Il peut être trouvé à une profondeur folle de plus de 6000 mètres sous la surface. Ce monstre ressemble à une sorte de Slenderman sous-marin. Mais c'est juste un calmar avec de très longs tentacules, capable d'atteindre une taille terrifiante de 2,50 mètres. Cet animal n'a été observé qu'en de rares occasions. Et en gros, nous ne savons pas grand-chose au sujet de cette créature pour le moment. Waouh! Il y a un trou au fond de l'océan. Il semblerait que l'océan est une fuite. Mais ce n'est pas une fuite telle qu'on pourrait s'y attendre, où l'eau s'écoule simplement. Il s'agit plutôt d'une source, car l'eau s'écoule vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Cette fuite unique est connue sous le nom d'oasis de Pity. C'est un étudiant du nom de Brendan Phillip qui l'a découverte par hasard, lorsqu'il a remarqué que des bulles remontaient à la surface. Normalement, la présence de bulles dans l'océan nous indique qu'il pourrait s'y trouver des cheminées hydrothermales, qui sont des points chauds où se développent des phénomènes très intéressants. Ces événements sont en fait comparables à des sources chaudes le long du plancher océanique. Mais au lieu de bouillonner du fond des mers, elles libèrent un fluide surchauffé dans la croûte de notre planète. Lorsque l'eau de mer s'infiltre dans ces fissures et s'enfonce dans la croûte, elle entre en contact avec le manteau extrêmement chaud de notre planète. L'eau de mer est alors portée à des températures très élevées. Puis, en remontant vers la surface, elle transporte des gaz dissous et des minéraux. Lorsque le fluide chaud jaillit des cheminées,
Il se mélange à l'eau de mer environnante et se refroidit rapidement. À une courte distance de la cheminée, la température peut retomber à un confortable 20 degrés environ. Ce qui est exactement, semble-t-il, ce que certaines créatures apprécient. Et il y a de vraies bizarreries qui vivent dans cette obscurité, comme des poissons fantomatiques, des vers tubicoles géants à pointe rouge et un type unique de crevettes avec des yeux sur le dos. Certaines de ces créatures, comme les vers tubicoles et les bactéries, dépendent des composés chimiques et des minéraux libérés par les cheminées pour survivre dans ces conditions difficiles. Mais dans ce cas, l'eau bouillonnante ne provenait pas d'une cheminée hydrothermale. Elle découlait d'une source et c'est un peu plus inquiétant. L'eau de ce réservoir doit rester là où elle se trouve. Si une trop grande quantité s'en échappe, cela pourrait avoir de graves conséquences, en particulier pour la région environnante. On peut observer cette fuite inhabituelle le long de la zone de subduction de Cascadia, qui est une énorme faille au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Il s'agit d'un endroit où deux grandes plaques qui forment la croûte terrestre se rencontrent et glissent l'une contre l'autre. L'eau de l'oasis agit en quelque sorte comme un lubrifiant entre ces plaques. On peut comparer la zone de faille à une table de hockey pneumatique. Lorsque la pression du fluide est élevée, c'est comme si l'air était activé. Cela signifie que la friction entre les plaques est réduite, ce qui permet à ces dernières de se déplacer. Mais si la pression du fluide est plus faible, les deux plaques peuvent se coincer l'une contre l'autre, ce qui entraîne une accumulation de la contrainte, non qu'elles se sentent mal. Dans le contexte des plaques tectoniques, la contrainte est une pression ou une force capable de provoquer une déformation. Et si cette pression commence à s'accumuler à un moment donné, il faut bien qu'elle débouche quelque part. Lorsqu'elle est trop forte, elle peut déclencher des tremblements de terre, et probablement pas des moindres. Par exemple, une libération de la contrainte dans la zone de subduction de Cascadia pourrait entraîner un tremblement de terre de magnitude 9. À titre de comparaison, le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en 1960, avec une magnitude de 9,5. Les dégâts ont été colossaux. Nous espérons donc que l'eau restera dans son réservoir et continuera à maintenir l'équilibre délicat entre les plaques tectoniques. Nous n'avons exploré que 5% des océans. Qui sait combien de choses géniales se trouvent encore au fond, attendant d'être découvertes? Regarde, par exemple, ces mystérieux trous que des scientifiques ont découverts dans les profondeurs de l'océan Atlantique, près des Açores. Ils sont parfaitement alignés et espacés d'environ 10 cm, voire de quelques mètres dans certains CA. Ils ressemblent à des coups de poinçon laissés par une machine à coudre. Certains pensent que ces trous pourraient avoir une origine biologique. Par exemple, certains poissons pourraient les avoir formés en marchant sur le fond marin. D'autres pensent que nous sommes en présence d'un phénomène d'origine humaine, peut-être laissé par un pneu clouté. Bien sûr, de tels trous sont parfaits pour inventer des histoires sur les créatures venues d'autres planètes qui pourraient les avoir créées. Ou peut-être même des monstres légendaires, comme celui du Loch Ness. Il est difficile d'expliquer la symétrie de ces trous, mais un biologiste spécialiste des profondeurs a proposé une explication assez convaincante. Selon lui, il pourrait s'agir d'un animal creusant sous les sédiments. Et de temps en temps, il pourrait créer de petites cheminées juste pour avoir accès à une circulation d'eau propre dans son petit terrier. Il y a des tas de sédiments autour des ouvertures de chaque trou, et il confirme l'idée que quelque chose a repoussé le sol par en dessous. Mais rien ne prouve que ces trous soient réellement connectés sous la surface. Il y a aussi pas mal de choses cachées au fond des mers et des océans que les anciennes civilisations nous ont laissées. Par exemple, des archéologues ont fait une découverte très intéressante le long de la côte méridionale de Croatie. Une route cachée sous des couches de limon marin et vieille de 7000 ans. Ils ont trouvé cette ancienne route sur le site néolithique englouti de Soline. Le site de Soline était une île de construction humaine dans l'Antiquité, et un archéologue, Matt Parika, l'a découverte en 2021. Il étudiait des images satellites de la région autour de Korčula, l'une des magnifiques îles croates, lorsqu'il a réalisé qu'il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant au fond de la mer. Il a alors plongé dans l'eau avec son collègue. Sous la surface de la mer Adriatique, qui rejoint la mer Méditerranée, à une profondeur de 4 à 5 mètres, ils ont trouvé des murs de pierre qui appartenaient probablement à une ancienne colonie. La masse continentale où les autochtones avaient édifié ce village était séparée de l'île principale par une étroite bande de terre. Heureusement, cette zone est protégée des grosses vagues par les îles environnantes, de sorte que le site est resté relativement bien préservé. Il est aujourd'hui caché sous la surface de la mer et recouvert de boue. Mais il est passionnant d'imaginer comment les gens circulèrent sur cette route il y a près de 7000 ans pour se rendre dans les villages avoisinants. Si tu veux voir les créatures les plus étranges,
tu peux toujours te rendre au fond de l'océan. À vrai dire, les chercheurs ont déterminé qu'il pourrait se trouver plus de 30 espèces potentiellement nouvelles au fond de l'océan Pacifique. Ils ont collecté ces données à l'aide d'un véhicule télécommandé. C'est un grand pas en avant car, jusqu'à récemment, ils ne pouvaient étudier ces créatures qu'à travers des photographies. Il s'agit de vers segmentés, de différents types de coraux, de certains invertébrés semblables à des mille-pattes et de bien d'autres encore. Mais il existe également de nombreuses créatures d'épouvante anciennes que nous connaissons déjà et qui semblent sortir de films de science-fiction. La poule à ventouse lumineuse, le fameux blobfish. D'accord, celui-ci a l'air plutôt normal jusqu'à ce qu'on le remonte à la surface. Le requin lutin, le poisson vipère de Sloan, les vers zombies. Burke, oui, je te comprends. Passons à autre chose. Les fonds marins recèlent aussi des choses de l'espace. On trouve des traces de formes rares de plutonium et de fer au fond de l'océan Pacifique. Et ce qui est génial, c'est que tout cela provient du cosmos. Ces matériaux radioactifs se sont probablement formés lors d'un cataclysme spatial et ont fini par arriver sur notre belle planète. Ces débris extraterrestres sont probablement apparus sur Terre au cours des 10 derniers millions d'années. Après être tombés dans l'océan Pacifique et s'être déposés à près d'1 kilomètre de profondeur, ils se sont intégrés à toutes les couches de roches qui s'y trouvaient. Le plutonium est particulièrement intéressant pour les scientifiques. On n'en a trouvé que de minuscules quantités, des centaines d'atomes peut-être. Mais c'est tout de même remarquable, car ces atomes sont créés par l'explosion d'étoiles. De tels éléments peuvent nous aider à mieux comprendre comment l'univers produit des éléments plus lourds que le fer, comme le plutonium, l'or, l'uranium et le platine. L'origine de ces éléments est encore incertaine. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que les supernovae, c'est-à-dire le moment où une étoile s'éteint dans une fabuleuse explosion, étaient à l'origine de la création de ces éléments lourds. Mais il semble qu'il n'y ait pas que cela. D'autres événements cosmiques, tels que la collision d'étoiles à neutrons, des étoiles extrêmement denses qui se sont effondrées, ou certains types rares de supernovae pourraient également être en cause. Laisse-moi juste attraper mon popcorn. L'expression anglaise « verser de l'huile sur des eaux agitées » semble bien étrange. Elle signifie l'inverse de l'expression française « jeter de l'huile sur le feu ». L'origine de cette expression est pourtant très littérale. En effet, on peut calmer les vagues les plus violentes avec de l'huile. Tout comme on assaisonne une salade avec de l'huile pour lui donner bon goût, on peut assaisonner la mer pour l'apaiser. À la fin du 19e siècle, plusieurs capitaines de navires ont fait part au New York Times de leur expérience. Ils utilisaient de l'huile pour calmer une mer agitée. L'un d'eux, le capitaine Olsen du 3-mâts norvégien Wilhelmine, décrivit dans sa lettre ce qu'il faisait pour sauver son équipage et son navire lors des tempêtes. Malgré les difficultés, utiliser de l'huile s'avérait déterminant car cela permettait d'assécher la partie du pont exposée aux intempéries et de continuer à naviguer en cas de gros coups de vent. Il semblait y avoir quelque chose de magique dans ces sacs en toile remplis d'huile animale ordinaire. Il en fit usage à plusieurs reprises. Et, à chaque fois, la technique fonctionna à merveille. Une fois, son équipage essuya de violentes bourrasques lors d'un voyage à destination de Belfast. Ces coups de vent faisaient bon des ravages, mais ils parvinrent à rester en sécurité grâce à cette ingénieuse invention. Dès qu'ils eurent libéré le sac de la tête de pont, la partie exposée aux intempéries s'assécha en un rien de temps, alors même que la mer continuait à déferler. C'était assez impressionnant, l'idée fonctionnait parfaitement, et il n'était même pas nécessaire de vérifier si le sac était vide. Une vraie planche de salut. Leur bateau était encore secoué de temps à autre et prenait l'eau par un côté, mais sans cette astuce, les choses auraient été bien pires. Le capitaine Jenkins du navire à vapeur britannique Francisco employa une méthode similaire pour calmer la mer lors de son voyage de Hull, en Angleterre, jusqu'à Boston. Ils durent affronter de forts coups de vent d'ouest et des vagues immenses. Comme ils ne voulaient pas aller plus au nord, ils décidèrent d'arrêter les moteurs et de se reposer un peu. Ils mirent de l'étoupe dans les tuyaux des placards et les remplirent d'huile, et cela fonctionna comme un charme. La mer se calma près du navire, les grosses vagues disparurent et ils restèrent bien au sec. Au total, 12 capitaines racontèrent qu'ils avaient utilisé de l'huile avec succès contre les vagues violentes, et un seul déclara que cela n'avait pas fonctionné comme prévu. L'huile de tempête, ainsi que la nommaient les marins, était une méthode éprouvée pour protéger l'équipage, la cargaison et le bétail des rudes conditions maritimes. Le plus dur qu'il leur restait à affronter était
un peu d'embrun. Les méthodes étaient légèrement différentes d'un navire à l'autre, mais tous utilisèrent de l'huile. Qu'est-ce qui rendait l'huile de tempête aussi efficace? Tout d'abord, clarifions un point. L'huile de tempête n'est pas une huile d'olive de supermarché ordinaire. Pour être vraiment efficace, l'huile doit avoir une consistance épaisse, presque insoluble dans l'eau. Techniquement, elle agit comme un tensioactif. Cette pratique est très ancienne et on l'utilise depuis des siècles. L'homme verse de l'huile pour calmer les vagues de l'océan depuis l'Antiquité. On en déversait à la surface des mers pour réduire l'intensité des vagues et faciliter les opérations de sauvetage et la navigation. Cette huile s'accumule à la surface et crée un gradient de concentration qui augmente la dispersion et l'amortissement des vagues en mouvement. Autrefois, les navires à vapeur et les canaux de sauvetage de tous les pays devaient transporter de l'huile de tempête. Et cette pratique s'est poursuivie jusqu'à la fin du XXe siècle. Elle figurait dans le manuel de formation du service maritime des États-Unis, un élément indispensable pour les embarcations de sauvetage. Les navires britanniques furent obligés d'en transporter jusqu'en 1998. Souvent, on utilisait de l'huile végétale ou de l'huile de poisson pour des raisons économiques. Cependant, ces options n'étaient pas aussi efficaces, car la consistance de l'huile était absolument essentielle. L'huile de tempête a un effet amortisseur sur l'eau. Elle absorbe une partie de l'énergie des vagues. Elle forme une fine couche sur une grande partie de la surface et empêche le vent de faire monter la houle. Utiliser de l'huile pour calmer les vagues de l'océan remonte à l'Antiquité. Aristote et Pline l'Ancien ont même parlé de son action. Benjamin Franklin a étudié les propriétés calmantes de l'huile sur les vagues lors de ses voyages en Angleterre au XVIIIe siècle. La correspondance entre Franklin, William Brown Rigg et Sir John Pringle a permis d'approfondir l'étude de ce phénomène. Agnes Pockels a également contribué de manière significative à l'étude des huiles de tempête grâce aux expériences qu'elle a menées en Allemagne. Elle a suggéré que l'effet calmant de l'huile sur l'eau ne se limitait pas à la réduction de la tension superficielle. L'huile change définitivement la donne lorsqu'il s'agit de calmer les mers agitées. Mais n'importe quelle huile ne fait pas l'affaire. Il faut utiliser le bon type d'huile et l'appliquer de la bonne manière. Oubliez l'huile de moteur et les autres produits pétroliers. Ils ne sont pas efficaces. Les huiles de poisson sont ce qu'il y a de mieux, en particulier les huiles épaisses. Le problème, c'est qu'on n'en transporte plus de nos jours, et les marins doivent donc se servir d'huile de moteur et d'huile de soute. Il n'est donc pas surprenant que ça ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Autrefois, les gardes-côtes transportaient un petit réservoir d'huile pour leur mission de sauvetage en mer. Mais ils ont abandonné cette pratique il y a longtemps. Il ne suffit pas de verser de l'huile sur l'eau. Il faut la laisser s'écouler progressivement, goutte à goutte. Le meilleur moyen est de suspendre un sac d'huile de foie de morue ou un produit similaire sur le flanc du bateau. L'huile coule du sac sur la surface de l'eau et adoucit les vagues. Non seulement l'huile calme la houle, mais elle empêche également le vent de perturber la surface. Une petite quantité d'huile, environ 4 litres, permet de lisser une surface relativement vaste autour d'un navire. Croyez-le ou non, verser de l'huile dans la mer était autrefois autorisé. Les navires à vapeur et les canaux de sauvetage devaient être équipés d'un dispositif permettant d'évacuer lentement leur huile en cas de tempête. Les canaux de sauvetage du Titanic étaient soumis à la loi britannique de 1894, stipulant qu'ils devaient transporter de l'huile en cas de mauvais temps. Et maintenant, place à la science. L'huile diminue la tension superficielle de l'eau, empêchant ainsi les vagues de se briser. En ajoutant une couche invisible sur l'eau, vous la rendez plus souple. Lorsque vous versez de l'huile dans de l'eau, les molécules ne s'agglutinent pas. Elles s'étalent pour former une couche très fine. Ces molécules d'huile font des acrobaties. Elles se renversent et s'alignent sur les molécules d'eau, comme des aimants. Cela crée un film à la surface de l'eau qui n'a plus qu'une molécule d'épaisseur. Vous pouvez vous-même déterminer la taille d'une molécule d'huile en essayant cette méthode. Par exemple, en utilisant une petite cuillère, vous pourrez étaler un énorme tache d'huile sur de l'eau. Si vous faites le calcul, vous verrez qu'une molécule est incroyablement petite. Habituellement, le vent crée des vagues en déplaçant la surface de l'eau, mais une couche de molécules d'huile suffit à créer une membrane et à empêcher le vent de créer des vagues. Cette astuce plutôt cool a été utilisée par un grand nombre de gens tout au long de l'histoire, pour différentes raisons. J'ai déjà mentionné que Benjamin Franklin avait étudié ce phénomène, mais il aimait aussi faire des farces. Il prétendait pouvoir calmer un lac agité d'un simple coup de canne. Il plaçait une petite fiole d'huile au fond de sa canne.
la fiole se vidait lentement sur la surface de l'eau. Grâce à cela, il faisait croire à son public qu'il avait des pouvoirs magiques, qu'il pouvait maîtriser l'eau. D'ailleurs, la science qui sous-tend cette astuce est encore utilisée aujourd'hui. En déposant une fine couche d'huile ou de fluorure de magnésium sur du verre, il est possible d'invisibiliser sa surface en réduisant les reflets. On utilise ce type de verre pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les lunettes.